forces illustres. Paoli, Bonaparte et le conventionnel Salicetti. Je pense que tu as des stylos aussi. Je tiens. Bien, mesdames, bonsoir. Bonsoir et merci d'être aussi nombreux ce soir. C'est pour moi un grand honneur d'être reçu par le Souvenir napoléonien et par Fraternité Corse, par le docteur Gérard Mangin et par Madame Claudine Bellet, qui m'ont entendu dans cette même conférence en d'autres lieux, qui ont pensé que peut-être je pourrais la présenter devant vous. J'espère que vous serez aussi satisfaits que possible. En tout cas, je ferai pour le mieux. Vous avez entendu ma présentation. C'est toujours difficile de recevoir comme ça ce qu'on a fait, surtout c'est une vie qui passe comme ça. Mais je voudrais une précision. Je ne suis pas historien. Je tiens à le dire, je ne suis pas historien. Les historiens sont des gens très sérieux qui vont chercher des informations dans les documents qui sont stockés dans les archives nationales ou régionales et qui, à partir de là, établissent des faits, des concordances des faits et qui donnent, des moyens de comprendre ces faits. Mais vous n'entendrez jamais, par exemple, un historien donner un avis personnel, un avis moral sur ces faits. Il vous expose des faits. Un peu moins vrai, d'accord. C'est mieux comme ça? Oui. Non. Eh bien, moi, je ne suis pas un historien, mais je suis un essayiste. C'est-à-dire que, justement, comme ça, je suis pas bien. Est-ce que ça va mieux comme ça? Voilà. Donc, je ne suis pas un historien, je suis un essayiste. C'est-à-dire que j'utilise les matériaux que m'apportent mes amis historiens et je prends de la hauteur. J'essaye de construire une pensée de morale, une pensée de morale politique. Et bien entendu, en construisant cette pensée que je vais vous présenter ce soir, je prends des risques. Je prends des risques et je vous demande de votre bienveillance si parfois je peux choquer par mes propos telle ou telle personne qui n'a peut-être pas la même vision que moi. Donc, ce soir, je vous propose une réflexion de morale politique sur la nation, mais plutôt qu'une réflexion théorique qui serait barbante, je vous propose une réflexion à travers deux personnages immenses, qui sont d'une part Pascal Paoli, qui est un homme du XVIIIe, et ensuite Bonaparte, qui est un homme du XIXe. Et à travers ces deux personnages, je vais essayer de vous faire saisir ce que moi j'appelle faire nation. Faire nation, qui est un néologisme que j'ai construit en me référant à un autre néologisme qui avait été construit par Christophe Guilluy, le grand sociogéographe, qui lui parlait de faire société. Alors, faire nation, c'est un verbe. Ça pourrait être remplacé par nationner. Nationner, ça ne marche pas, tandis que faire nation, ça marche. Et donc, dans ce que je vais dire, je vais mettre quand même mon... Voilà. Dans ce que je vais vous présenter, vous entendrez souvent parler de faire nation, le désir de faire nation, la volonté de faire nation. Et je pense qu'à la suite de cet exposé, vous aurez peut-être un peu plus de matière pour répondre à la définition qu'est-ce qu'une nation. Alors, les deux personnages, si vous voulez, Pascal Paoli et Bonaparte. Voilà, voici un écran. Bonaparte en 1805, Pascal Paoli vraisemblablement en 1775, lorsqu'il est en exil à Londres, et c'est un portrait de sa grande copine, de sa grande amie, Maria Cosso. Entre Pascal Paoli et Bonaparte, c'est tout le contraste qu'il y a entre le XVIIIe et le XIXe siècle. On ne peut pas trouver une personnalité plus différente que les deux, et pourtant, qui se ressemblent en même temps. Alors, je vais lire, si vous voulez, pour ne pas oublier, mais je vais donc lire un petit peu comment on peut les définir. Bonaparte et Paoli. Bonaparte est un autocrate, Paoli c'est un patriote. Bonaparte est un agnostique, Paoli c'est un croyant, il est très pieux. Bonaparte c'est un cynique, et ça n'a pas de valeur morale, mais il sait reconnaître la valeur des personnes qui travaillent pour lui. Paoli c'est un vertueux, c'est un Alceste de la politique. Juste d'ailleurs à la caricature, c'est vraiment quelqu'un de très très vertueux. Bonaparte, il aime les femmes, il aime les honneurs. Paoli va mener toute sa vie durant une vie quasi-monacale, il ne se mariera pas, il n'aura pas de descendance directe. Bonaparte, c'est un homme de pouvoir, Paoli, c'est l'homme de la liberté. Bonaparte
compose avec la réalité. Paoli refuse la contramission. Tous deux veulent fonder l'un un État impérial dynastique, l'autre un État constitutionnel sur le modèle de la Grande-Bretagne. Bonaparte va pratiquer une démarche ascendante du haut vers le bas et Paoli va procéder par une démarche descendante. Donc très différents dans leur démarche, dans leur psychologie. Et pourtant, ces deux hommes se ressemblent par quelque chose d'encore plus fondamental. C'est que tous les deux ont la conviction que la réussite de leur projet politique, c'est-à-dire l'un un État impérial dynastique et l'autre un État constitutionnel, que tous les deux, que la réussite de leur projet politique dépend de la capacité du corps social qui est le leur de faire nation. Et c'est précisément ce qu'ils vont s'employer à réaliser durant tous leurs gestes. Paoli va échouer la nation corse, il va l'échouer à 2 reprises, et Bonaparte va réussir la nation qui est aujourd'hui la nation française. Donc voilà donc, les deux personnages. Alors vous allez me dire, on me demande souvent, mais qui préfères-tu, conférencier? Je suis bien embêté. S'il s'agit de choisir un ami, je vais choisir Paoli, c'est un homme vertueux, c'est un Alceste. Les Alcestes sont enquiquinants, vous le savez bien, ils sont toujours là en train de vous tirailler, de vous dire ah tu fais de... Mais c'est quand même quelqu'un qui vous apporte beaucoup. Mais s'il s'agit de choisir quelqu'un qui va vous faire monter et qui va créer donc cette communauté qu'est la nation, eh bien moi je choisis Bonaparte. Et en fait je choisis les deux. Voilà. Je choisis Paoli et je choisis Bonaparte. Ça dépend des circonstances. Voilà. Donc, on va essayer d'aller un peu plus dans le détail de Paoli. C'est un homme qui est moins connu que Bonaparte, bien entendu, et il mérite quand même qu'on aille plus à fond. Alors, Paoli, qui est Pascal Paoli? Paoli est né en 1725 dans le petit village de Morosaglia, dans la Castagnice, cette belle forêt de châtaigniers au sud de Bastia. Donc, en 1769, lorsqu'il échoue la nation pour la première fois, en 1769, il a 45 ans. Voici le village de Morosaglia, le village natal de Paoli, dans la Castagnice. Voici sa maison natale, qui est actuellement un musée régional, où il y a sa dépouille. Et voici Paoli, en 1770, par là. C'est un bel homme, hein. Il porte beau, mesdames, hein, voilà. Il a beaucoup de succès auprès des femmes, mais il n'utilise pas son succès. C'est curieux, il n'aime pas les hommes, hein, il n'est pas homosexuel, je précise. Mais il est comme ça, bon, c'est presque un moine. Donc, il porte beau. J'avais ici quelques photos, attendez, voilà. Voici la statue de Paoli, on la voit mal ici, en majesté sur la place principale de Corté. Il tient à sa main droite un rouleau de papier. Ce rouleau de papier est censé figurer la constitution corse, la constitution de l'État corse qu'il a créée, qu'il a donnée en 1755. Donc, c'est un homme qui porte beau, on le voit bien, d'abord. Hein. Alors, c'est un homme pieux, je dis, mais tolérant au plan religieux. Ça, c'est important. Il est tolérant et il est épris de liberté au sens du XVIIIe siècle. Esprit de tolérance et amour de la liberté le feront remarquer par un Britannique qui s'appelle Lord Derwentwater, excusez-moi, qui se trouve être le grand maître de la maçonnerie britannique, dite écossaise à cette époque, qui est en exil à Naples. Naples qui est une ville brillante à l'époque. Naples, c'est la 3e ville européenne après Paris et après Londres, et qui va le faire admettre dans la maçonnerie, dans une loge britannique en exil. Ça a une importance et ça explique pourquoi ensuite toute l'Europe des Lumières, qui est une Europe essentiellement maçonnique, va avoir les yeux fixés sur lui. Alors, c'est un laïc, bien qu'il soit pieux et qu'il soit religieux, c'est un laïc avant l'heure, puisque pendant son mandat de général en chef, il veillera en permanence à séparer les affaires de l'Église et les affaires de l'État, selon la formule de Victor Hugo, vous le savez bien, l'État chez lui et l'Église chez elle. Et c'est ce qu'il pratiquera pendant les 14 ans de son mandat. Donc c'est assez intéressant de savoir que ça se passe pratiquement 150 ans avant la loi de 1905. C'est quand même assez extraordinaire. C'est un homme intègre, soucieux du bien public, et, chose importante, il est totalement acquis aux idées de Montesquieu,
qui lui-même d'ailleurs a été initié franc-maçon en 1720 à Londres, hein. Donc on est entre francs-maçons là-dedans, hein. Et donc il découvre l'édition italienne de l'Esprit des lois à Naples en 1754, où il vit en exil avec son père. En avril 1755, après la lecture de l'Esprit des lois, il est convaincu qu'il a quelque chose à faire en Corse. Il décide alors de retourner dans cette île pour reprendre la lutte visant à libérer la Corse de l'emprise génoise et de faire de la Corse une nation libre. Il a déjà dans sa serviette à ce moment-là un projet de constitution, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure dans sa main, qui reprend les principes de Montesquieu. Vous connaissez bien la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif, disons, le pouvoir souverain qui appartient au peuple, etc. Projet qu'il compte bien faire adopter aux patriotes de Corse et qu'il fera adopter. Alors, un point important, son ennemi, ce n'est pas la France. Ce n'est pas le roi de France. Son ennemi, c'est l'absolutisme royal. L'absolutisme royal ou l'absolutisme autocratique. L'absolutisme royal, dont l'idéal type est Louis XV à l'époque, et l'absolutisme autocratique, qui est représenté par la République marchande de Gênes, dite la superbe et non pas la sérénissime, qui occupe et martyrise l'île depuis à peu près 4 siècles, depuis 1278. Donc, Paoli ne confond pas indépendance et liberté. Hein. Ce qu'il veut, c'est une fois les Génois chassés de l'île, c'est, comme on dit aujourd'hui, adosser la Corse, nouvel État, à une monarchie constitutionnelle pour assurer sa sécurité. Il sait déjà que l'indépendance de l'île n'est pas viable. Je me tiens tout près du micro. Merci. Son choix se porte naturellement sur la monarchie constitutionnelle britannique qu'il a connue à travers donc, ses contacts avec les Britanniques exilés à Naples. Donc il a découvert le fonctionnement en fréquentant les nombreux Britanniques en exil à Naples. Alors pourquoi le modèle britannique? Eh bien essentiellement parce qu'en Grande-Bretagne à l'époque, depuis 1779, règne l'habeas corpus, c'est-à-dire qu'il garantit un certain nombre de libertés individuelles à toute personne, et donc pour lui c'est essentiel de prendre ce modèle-là. Il se rendra compte en 1794, lors de sa deuxième tentative, lors de son retour en Corse et lors de sa deuxième tentative de faire nation, qui s'est largement trompé sur véritablement le contenu de l'habeas corpus. Il se rendra compte que l'habeas corpus, ça marche pour les sujets du roi en Grande-Bretagne, mais ça ne marche pas du tout pour les sujets du roi qui sont en dominion, qui en fait sont des sujets tout simplement. Mais ça, pour le moment, c'est pas comme ça. En 1764, des jésuites écriront sur lui « Cet homme fait honneur à l'humanité ». En 1769, alors que la Corse échoue à faire nation, Paoli jouit d'un immense prestige dont on n'a pas idée aujourd'hui. Voilà. Il est admiré par Catherine II de Russie, la grande Catherine. Il est admiré par Joseph II, l'empereur du Saint-Empire et l'archiduc d'Autriche. Il est surtout admiré et considéré comme un ami personnel par Georges III, le roi d'Angleterre. Avec ça. Il a pour ami Jean-Jacques Rousseau. Il a pour ami James Boswell, le grand peintre et écrivain écossais qui écrira et publiera sur la Révolution corse une dizaine d'ouvrages qui auront un immense succès auprès de l'intelligentsia européenne. Ces ouvrages feront que toute l'Europe des Lumières aura, durant la période qui va de 1755 à 1769, les yeux rivés sur la Corse. L'Europe vit à l'heure corse, écrivait Voltaire, et c'est bien vrai. Son appartenance au réseau maçonnique de l'époque, le réseau maçonnique de l'époque, pour revenir, c'est le Facebook d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que ce qui se passe à Naples, aujourd'hui, 2 mois après, c'est connu à Saint-Pétersbourg. Non, ça va moins vite, mais c'est très efficace. Hein. Donc son appartenance au réseau maçonnique de l'époque fera qu'il sera connu et reconnu comme l'homme de la liberté. Qui est l'homme de la liberté, qui, je vous rappelle, est la valeur essentielle au XVIIIe siècle. Ce n'est pas la tolérance qui est la valeur essentielle au XVIIIe siècle, c'est la liberté. En tout cas, le seul à émettre des réserves sur l'aptitude du personnage à, comment dirais-je, à être reconnu comme homme de la liberté, et il n'a pas tout à fait tort. Et c'est qui? Hein? C'est Voltaire, le grand Voltaire, l'immense Voltaire, qui émet des réserves. Et il n'aura pas tort. Il n'aura pas tort parce que Paoli, à un moment donné, va un peu déraper. Hein? En tout cas, ce n'est pas le moment où il dérape. En 1764, alors qu'il est au fait de sa carrière politique,
Je pense que si l'Académie Nobel avait existé, eh bien, je crois qu'il aurait eu le prix Nobel. C'est un peu, si vous voulez, Obama et Kofi Annan réunis. Voici Paoli. C'est donc un personnage absolument immense, qui n'est pas connu en France parce qu'il ne fait pas partie de l'histoire de France. Il fait partie de l'histoire de Corse, avant que la Corse ne soit française. Donc voici pour Paoli. Quel est le projet politique de Paoli? Et ce projet politique, il est simple à dire, c'est sortir le peuple corse de son état de soumission et l'amener à un état de liberté. Premier objectif, chasser les Génois qui martyrisent l'île depuis 4 siècles, depuis à peu près 1278 environ. Hein. Éventuellement, je pourrais vous donner des détails au moment du débat. Pour cela, alors il y a un certain nombre de dates. Le 14 juillet 1755, le 14 juillet 1755, il est élu général en chef de la nation corse. En Corse, ça se dit, je vais le dire avec l'accent si vous me permettez, parce que c'est le corse, c'est aussi ma langue maternelle. Capo Generale della Nazione Corsica, voilà, c'est le titre, Capo, général en chef de la nation corse. Hein? Il est élu général en chef de la nation corse lors d'une assemblée secrète dans le couvent de Saint-Antoine de Casabianca, pas loin du lieu où il demeure. Voici le couvent de Saint-Antoine de Casabianca, voilà, dans la Castaniche, n'est-ce pas? Hein? Pour la petite histoire, c'est dans ce même lieu que 250 ans plus tard, au mois de mai 1776, l'organisation secrète FLNC déclarera la guerre, entre guillemets, à l'État français. Vous voyez donc le symbole important. Le lendemain, 15 juillet 1755, alors voici ce qu'est aujourd'hui le couvent, le Wamal, c'est une ruine. Il a été incendié par Salicet, le conventionnel Salicet, dont je reparlerai tout à l'heure, hein, lors de la Révolution, justement pour pouvoir effacer les traces de Paoli, parce qu'il n'était pas trop d'accord. Le lendemain 15 juillet, il réalise son premier acte politique majeur. Il déclare l'indépendance de la Corse vis-à-vis de la République marchande de Gênes et se met à l'ouvrage pour construire un État corse indépendant. Mais Paoli est un homme qui comprend bien que l'indépendance de la Corse, déjà à l'époque, n'est pas viable. Parce que la Corse est vécue comme une proie par toute une série de puissances extérieures. En ce moment-là, on sait déjà que la République de Gênes est sur la pente déclinante. En 1746, la Banque centrale de Vienne, comme on dit aujourd'hui, l'institution Saint-Georges, fait faillite, elle croule sur les créances douteuses. Et déjà le roi d'Espagne, qui a des revendications sur la Corse depuis les croisades, mais aussi le roi de Naples et de Sicile, mais aussi le roi de Piémont-Sardaigne, mais aussi le tsar Paul Ier, hein, et aussi bien sûr le roi de France, ont dévisé sur la Corse parce qu'il faut prendre la suite de Paoli. Et Paoli, à ce moment-là, dès que pratiquement dans les 15 jours qui ont suivi son élection comme général en chef, va envoyer des contacts, des plénipotentiaires, à la fois au consul de Grande-Bretagne à Livourne et à l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Naples, en demandant au roi de Georges III d'accepter que la Corse fasse partie des dominions britanniques, à condition que la Corse puisse continuer à bénéficier de la constitution qu'il lui a accordée en 1755, constitution qui est une constitution moderne dans laquelle on trouve que la liberté, que les Corses sont des hommes libres. Et bien entendu, Georges III ne peut pas accepter ces conditions-là, parce que Georges III est d'abord le roi des sujets et non pas le roi, et ne règne pas sur des hommes libres. Donc, Paoli va très rapidement se rendre compte qu'il est seul à porter cette indépendance et qu'il va le devoir faire avec contre toute une série de contraintes. C'est donc dans un total isolement diplomatique que Paoli va devoir réaliser son projet politique. Et comme je vous l'ai dit, il n'y parviendra pas. Il n'y parviendra pas malgré une vie passée à sillonner la Corse dans tous les sens, tenant un nombre impressionnant de consultes, c'est-à-dire de réunions avec les chefs de clans corse, parce que la Corse à l'époque, c'est des clans. Il n'y parviendra pas, donc, tenant un nombre impressionnant de consultes dans les très nombreux couvents de l'île, au cours desquels il essaiera de convaincre les chefs de clan de se ranger derrière lui. Alors, il n'y parviendra pas parce que les chefs de clan ne veulent pas être les supplétifs de Paoli, tout simplement. Surtout dans la Corse du Nord, dans la Corse du Sud. Les chefs de cette tentative, de la tentative paolienne, ou paoliste,
sera acté les 7, 8, 9 mai 1769, vous retenez cette date, elle est importante, hein, à Pontenove. Pontenove, en écriture reconstituée, ou Pontenove en Corse, en langue corse. Voilà, voici où se situe Pontenove, c'est un pont sur le torrent Golo, qui descend du Monte Cinto, qui se jette dans la mer Tyrrhénienne, hein, et à ce moment-là, on passe de la rive droite à la rive gauche. Voilà, ça se passe entre Corté et Bastia. Voici une image sur la bataille de Pontenove, qui est un événement considérable dans l'histoire, dans la mémoire collective corse. Vous voyez à main droite, ici, un patriote qui dit à Paoli, Excellence, nos hommes sont en train de se faire fusiller, proprement fusiller, sur le Pontenove, sur le pont Neuf, et sur la partie gauche, vous voyez effectivement les patriotes de Corse qui sont sur ce pont. Vous voyez les troupes du roi Louis XV qui sont là-haut, et vous voyez ici les mercenaires, attention à ce que je veux dire, les mercenaires engagés par Paoli qui tirent sur les patriotes corses. Pourquoi est-ce que cela se produit? Vraisemblablement parce que les ordres ont été mal transmis, peut-être des incompréhensions. En tout cas, il y a eu à peu près 700 à 800 morts parmi les patriotes de Corse, ils étaient aux environs de 2000 ou 3000, et ils ont été aussi abattus par les balles des troupes du roi de France que par les balles paoliennes. Donc, voici le Pontenove aujourd'hui. Voici, pardon, le Pontenove tel qu'il était en 1920, par là, entre les deux guerres. Hein. Voici le Pontenove aujourd'hui tel qu'il reste. Il a été dynamité. Alors, je ne sais pas s'il a été dynamité après la guerre ou pendant la guerre, en tout cas. C'est un pont qui est en ruine et c'est toujours un lieu de mémoire important pour les Corses, bien entendu. Donc, des faits, Pascal Paoli va quitter la Corse. Il est défait au mois de mai 1769 devant les troupes du roi de France commandées par le comte de Vaux et le comte de Narbonne, qui vont lui laisser le temps de se replier tranquillement, de quitter Corté, sa capitale, pour se rendre dans le sud de la Corse, dans le golfe de Porto Vecchio, où l'attendent deux vaisseaux britanniques, le Vermouth et le Rachel. Bonaparte, qui était du côté de Paoli à ce moment-là, accompagnera avec Charles Bonaparte, avec son épouse Laetitia Bandolino, qui est enceinte de Napoléon à ce moment-là, accompagnera Paoli jusqu'à Porto Vecchio, mais à Porto Vecchio, Paoli va relever tous ses fidèles qui ont charge de famille, de leur serment, et ce qui fait que Bonaparte et d'autres pourront revenir à Ajaccio. Voici, pour une image un petit peu plus détendue, voici ce magnifique port de Porto Vecchio, ce magnifique golfe de Porto Vecchio. Hein. Le voilà, c'est imaginer que dans ce golfe, bien sûr il n'y avait pas toutes ces constructions, mais l'image est à peu près restituée. Imaginez que dans ce golfe, deux vaisseaux britanniques vont embarquer à peu près 150 ou 160 patriotes corses pour l'exil. Défait, Pascal Paoli quittera la Corse le 13 juin 69, donc un mois et 10 jours après la bataille de Pontenove, en embarquant avec ses deux derniers fidèles sur les frégates britanniques Vermouth et Rachel qui l'attendent d'entrer dans le golfe pour les amener en exil. Voici les faits. Ça, c'est un travail d'historien que j'ai replié. J'ai simplement pompé et restitué. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu mieux. Hein? Quelles sont les causes de l'échec de Paoli? Ça, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que Paoli? Comment expliquer qu'un homme aussi immense, doté de vertus, doté d'un véritable charisme, doté de vertus personnelles considérables, portant une cause aussi noble que possible, c'est-à-dire sortir un peuple de son état de soumission pour l'amener à la liberté, comment expliquer qu'un homme comme ça va échouer? Hein, c'est pas normal, en principe il devrait réussir. Eh bien, il y a trois causes principales. Je vous l'ai dit, ensuite on les verra une par une. La première cause, c'est la réticence, voire l'opposition des clans. La deuxième cause, c'est que Paoli, et ça justifie les réserves que faisait Voltaire, commettra une infidélité à son maître avancé Montesquieu. Et la troisième cause, c'est que Paoli va avoir une démarche descendante et non pas une démarche ascendante. On va le voir un petit peu ces trois causes, si vous voulez. Première cause,
Paoli va échouer non en raison de l'hostilité de Gênes qui les laisse faire, parce que Gênes, ce qui l'intéresse, c'est le pourtour. Voilà. Non de l'hostilité des puissances riveraines, non en raison de l'intervention du roi de France, parce que si celui-ci, ça n'avait pas été le roi de France, ça aurait été vraisemblablement le roi d'Espagne, ou ça aurait été le roi de Naples, ou ça aurait été le roi de Piémont-Sardaigne, voire même éventuellement les Russes. Donc c'est pas ça qui fait échouer Paoli. Ce qui fait échouer Paoli, c'est parce que les chefs de clan, il y a à peu près 400 clans en Corse qui se divisent, qui maîtrisent le territoire, qui correspondent à peu près au pied, c'est-à-dire les cantons aujourd'hui. Parmi ces 400, parce que les chefs de clan, surtout dans le sud, qui est une terre de seigneurs, eh bien les clans ne veulent pas se mettre derrière Paoli. Ils ne veulent pas. Paoli leur dit quoi? Pour Paoli, il veut construire une nation libre avec des citoyens libres. Or, les chefs de clan, la notion de citoyen, ça ne les intéresse pas du tout. Eux, ce que les chefs de clan veulent, ce sont des parentes, des parents, des files, des affidés et des clientes, des clients. La notion de citoyen, ça ne les intéresse pas. Alors, dans le Nord, ça va à peu près se passer bien, parce que c'est une terre de commun, où, disons, les solidarités dépassent les clans, mais dans le Sud, autour d'Ajaccio, ça ne se passe pas du tout. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on va trouver... Donc, les premiers ennemis de Paoli seront donc non les Génois, non le roi de France, mais des puissants chefs de clan qui se partagent la Corse. C'est pourquoi on trouvera de nombreuses familles de Corse du Sud, je m'ai dit de Corse du Sud, et même quelques-unes de Corse du Nord, combattant du côté du roi de France à Ponte-Novo. Alors, quelles sont ces familles? Et je ne porte pas de jugement moral, hein. Les Abatucci, la grande famille des Abatucci, les Zerbi, les Bocchechian, les Fabiani, la grande famille Botafogo, du comte Botafogo. Hein. Il y aura aussi deux grandes familles qui se situent par là. Je reviens en arrière sur l'image de la Corse. Voilà, deux grandes familles qui se situent par là, sur le golfe de Propriano, la famille des Istria et la famille des Talavo, les clans des Istria, qui interdiront pendant 14 ans à Paoli de mettre les pieds dans leur canton. Bon, tous ces gens-là, tous ces grands clans, ne sont pas favorables à l'expérience de Paoli. Donc, et la situation à Ajaccio est encore plus rocambolesque. À Ajaccio, le clan français est très fort. Les Ajacciens n'ont pas envie de se mettre, à part la famille Bonaparte, à part le clan Bonaparte qui va se mettre derrière Paoli, mais les clans corses n'ont pas du tout envie, les Ornanes ou n'ont pas envie de se mettre derrière Paoli. Pourquoi? Eh bien pour des raisons à la fois historiques et géographiques. Parce que la Corse, la Provence que nous connaissons ici, ne s'arrête pas à Marseille et à Toulon. La Provence, elle s'arrête à Ajaccio. Ajaccio, c'est à la fois une ville corse et provençale. On le voit très bien, on le sent très bien lorsqu'on va à Ajaccio. On voit cet air léger, cette manière de vieillir insouciante, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas de Bastia, par exemple. Mais c'est un Ajaccien qui vous parle. Donc, je sais de quoi je parle. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Eh bien, parce que depuis le XIIe siècle, les Ajacciens ont constitué des ponts avec Marseille. À Marseille, ils ont créé ce qu'on appelle le quartier des Ajacciens au pied de la cathédrale de la Major, où beaucoup de familles se sont installées en gardant leurs racines en Corse, en particulier les Lancio. Les Mirabeau est un Lancio, par exemple. Hein. Le comte Mirabeau, c'est un demi-corse. Les Ornano, les colonialistes qui ont donné des grands hommes d'État à la France. Pourquoi? Parce que il faut imaginer la Corse dans son relief. À l'époque, il faut 4 jours pour aller à cheval, pour aller d'Ajaccio à Bastia. Et il faut passer par le col de Vizabod, qui en hiver est impraticable. Et surtout, il faut passer au milieu par le clan des Matras, qui pour le coup est un véritable clan de bandits corses. Et donc, là, c'est pas une image d'une cause de style. Là, pour le coup, on risque de se faire des couilles. Tandis que pour aller d'Ajaccio à Marseille, et de Calvi à Marseille, il faut 3 jours de mer, 2 jours quand les conditions sont bonnes. Et donc on comprend très bien, avec un simple regard géographique, que les Ajacciens sont beaucoup plus tournés déjà à cette époque vers Marseille et Toulon que vers Bastia. Et ça explique beaucoup pourquoi les clans corses n'ont pas du tout envie de suivre Paoli.
Donc, prétendre que Ponte Novo, c'est le combat des Lumières et de la liberté contre les forces obscures de la soumission, comme j'entends parfois le dire, représenté par les Français, entre guillemets, est inexact. C'est historiquement inexact. Pourquoi? Parce que, d'abord, en 1769, les Français, ça n'existe pas. Les Français, ça existe en 1792, après Valmy. Et en 1769, il y a le roi de France, il y a le royaume de France, il y a les troupes du roi de France, il y a les comtes de Vaud de Narbonne, mais il n'y a pas les Français. Et deuxièmement, eh bien, on constate qu'à Ponte Novo, qui est le moment ultime, eh bien, il y a de nombreuses clans, de nombreuses familles corses du sud, mais aussi corses du nord. Par exemple, il y a le clan de Vescovat qui va combattre du côté du comte de Vaud et qui va abandonner Paoli. Donc ça, c'est la première des raisons, la réticence des Corses à faire nation, et essentiellement des chefs de clan corse, à faire nation derrière Paoli. La deuxième raison, je vais donc avancer, c'est ce qu'on appelle la giustizia paolina, la justice paolina. Alors, quand il est élu général en chef de la nation corse, Paoli va immédiatement concentrer dans ces deux mains deux pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Il va faire donc une infidélité à Montesquieu, qui a dit surtout pas cela, et pourtant il va le faire. Donc il va concentrer entre ses mains les deux pouvoirs, judiciaire et exécutif, mais surtout, il imaginera un code pénal qu'on appellera Giustizia Paolina, qui est une justice directe, terrible et meurtrière. Ces mots ne sont pas de moi. Ces mots, je crois, sont de Vergil Franceschi, voilà, le grand historien corse, censé réduire les actes de vendetta, qu'il se chargera d'appliquer lui-même directement par son ami Venturi. Ce faisant, Paoli va se transformer en justicier, puisqu'il n'y a pas d'appel et la sanction est immédiate. C'est sur ce point d'ailleurs que portent précisément les critiques et les réserves que Voltaire formulera sur le personnage de Paoli. Cette justice, entre guillemets, rebutera les Corses, car elle remplaçait la vendetta privée, qui relevait des mœurs, par une vendetta publique qui relève de la loi. Or, Montesquieu, qui vient à plusieurs reprises dans son ouvrage majeur de l'Esprit des lois, on ne peut pas. Il est illusoire et dangereux de vouloir corriger les mœurs par des lois, dit-il. Les mœurs doivent être corrigées par d'autres mœurs. Et c'est ce que ne fait pas Paoli. Et c'est la deuxième raison de son échec. La troisième raison de son échec, c'est que Pascal Paoli va surestimer sa légitimité politique, ce que ne fera pas Bonaparte. Déjà, je commence à parler de Bonaparte. Paoli, il a 30 ans quand il arrive en Corse et qu'il se fait élire général en chef de la nation corse, mais il n'a pas de légitimité au feu, contrairement à son père qui, lui, avait eu une légitimité au feu. Il n'est que le fils de Hyacinthe, il n'est que le fils de son père, le grand révolutionnaire. Paoli, c'est surtout Pascal Paoli, c'est surtout un juriste, c'est surtout qui va agir en juriste. D'ailleurs, il va immédiatement, faire voter la Constitution. Or, dès le 10 août 1755, c'est-à-dire 25 jours à peine après qu'il ait été élu dans une consulta de Casabianca, général en chef, il va voir se lever contre lui un rival puissant, un vrai chef de guerre pour le coup, celui qui contrôle le centre de la Corse et qui est un candicorse, voilà, bon, un vrai chef de guerre qui s'appelle Mario Emanuele Matra. Alors, nous n'avons pas le portrait de ce Matra, mais voici à peu près la zone qu'il contrôlait. Vous voyez que pour aller d'Ajaccio à Bastia, il faut passer dans son territoire. Voici ici son château fort. Pas d'arrivolade, voilà. Et donc ce Matra va lui faire une guerre civile, une vraie guerre civile de 6 ans à Paoli, pendant laquelle d'ailleurs Paoli risquera à plusieurs reprises disons la mort. Et ce n'est qu'au bout de 6 ans que Paoli arrivera à démontrer ses capacités, mais c'est trop tard. 6 ans après avoir été élu, c'est trop tard. Déjà, les forces extérieures se sont liguées contre lui. Donc, c'est pour toutes ces raisons que Paoli va échouer pour la première fois. Il va échouer une deuxième fois en 1794, et pour la première fois, on sait très bien pourquoi il échoue, c'est parce que,
Ce sont surtout les chefs de clan qui ne veulent pas entendre parler de lui, les chefs de clan du Sud essentiellement, mais aussi certains du Nord. 2, sa justice à Pauline, ça passe pas. Et 3, sa légitimité n'est pas assurée. Et comme il n'a pas de légitimité, qu'est-ce qu'il va? Il va avoir une démarche descendante. Il va aller voir tous ces chefs de clan, il va aller voir un par un, très souvent d'ailleurs. Hein. Il va leur dire, je suis votre général en chef, mettez-vous derrière moi, faites nation derrière moi. Mais qu'est-ce qu'il leur apporte? Rien. Il leur demande simplement à ces chefs de clan d'être des supplétifs. Et les chefs de clan veulent, eux qui ont le vrai pouvoir, ils ne veulent pas. Donc ce sont les 3 raisons pour lesquelles Paoli va échouer. Alors, à partir de ce moment-là, l'histoire va se diviser en 2 branches. D'abord, il y a Paoli qui est en exil à Londres, et ensuite il y a les événements en Corse. Il faut quand même les regarder un petit peu de plus près parce qu'on comprend pourquoi la Corse n'a pas fait nation derrière Paoli et pourquoi finalement elle va faire nation derrière la nation française qui est en cours de construction. Alors Paoli, après Ponte-Novo, Paoli passera les 20 années suivantes de sa vie en exil entre Londres et Édimbourg, où l'on accueillit fastueusement le roi Georges III, qui est son ami, hein, je vous rappelle, qui lui versera une très généreuse pension, très très généreuse. Enfin, les chiffres que j'ai lus sont énormes. C'est ça, on parle de 400 000 livres tournois par an. Il faut savoir que, par exemple, une famille londonienne, pour vivre, a besoin d'1 livre par jour. Là, c'est 400 000, quoi, je veux dire. C'est quelque chose d'énorme. Mais je ne sais pas si ce chiffre est exact. Hein, je le donne comme ça. Donc, il va retrouver ses très nombreux amis anglais et écossais. Paoli parle parfaitement anglais à cette époque, depuis très longtemps. Il parle mieux anglais que français d'ailleurs, dont James Boswell et Maria Cosway, sa grande amie, qui réalisera plusieurs portraits du grand homme. Ce sera un exil doré qui pénétrera les plus hautes sphères de la société britannique, parvenant jusqu'à la famille royale. Voici donc Paoli, et voilà déjà en exil. Voici une scène où on montre une scène de la haute société britannique. On voit Paoli, c'est l'homme à la perruque blanche, hein, voilà, avec les gentlemen britanniques. Et voici donc un autre portrait plus tardif de Paoli. Vous voyez que c'est un homme digne. Hein. Il quittera son exil doré avec regret en avril 1790 et reviendra à Paris. Alors c'est assez exceptionnel ce qui se passe ici, où il sera accueilli avec enthousiasme et fêté comme l'homme de la liberté, parce que la Révolution est arrivée à la France. Puis il s'installera en Corse le 14 juillet 1786, le jour de la fête de la Fédération, et c'est volontairement qu'il arrive en Corse ce jour-là, pour marquer le symbole de son adhésion au mouvement révolutionnaire français. Et il sera immédiatement élu président du Conseil général du département de la Corse, et avec le titre honorifique de Babunia Patria, père de la patrie. Mais dès septembre 1792, juste après Valmy, dès la proclamation de la fin de la royauté et la proclamation de la République, il commencera à prendre ses distances avec la Révolution. Car Paoli est un Girondin, c'est un monarchiste constitutionnel, c'est pas un républicain. Et il n'a pas du tout envie de République. En avril 1793, en septembre 1992, il est nommé lieutenant général en chef des armées en Corse. Hein, il accepte cette fonction alors qu'il n'est déjà plus en accord avec la Révolution. En avril 1793, il est mis en accusation devant la Convention qui va le déclarer traître à la patrie. Il y a 2 événements qui vont amener la Convention à prendre cette décision. J'en parlerai aux questions tout à l'heure. C'est d'abord une misérable échec d'une expédition en Sardaigne, hein, qui voit Bonaparte pour une première fois échouer. Et deuxièmement, on se rend compte à Paris que malgré les millions de livres qui ont été versés à la Corse en tant que subvention, excusez-moi mesdames et messieurs, eh bien il n'y a pas eu une seule livre qui a été payé par la Corse pour soutenir l'effort de guerre. Et on se pose des questions, effectivement. Et je ne dis pas que Paoli a pioché dans les fonds publics, c'est pas vrai, mais vraisemblablement dans son entourage, ce fut le cas. Et donc, une commission d'enquête est nommée qui va amener l'Assemblée nationale à décréter que Paoli est traître à la patrie. À partir de ce moment-là, Paoli va définitivement se séparer de la Révolution. Il va tout de suite prendre des contacts il va retourner à ses premiers amours. Et ses premiers amours, c'est quoi? Ce sont des amours britanniques.
Il va prendre contact avec l'amiral Hood, qui est le chef de l'escadre britannique dans la Méditerranée, et il va s'arranger avec lui pour que, en janvier 1794, après avoir chassé le parti français et Bonaparte de Corse, il n'y a plus de Français, il n'y a plus de parti français en Corse, les Britanniques rentrent en Corse par Calvi, et en l'espace de 6 mois, ce qui ne s'est jamais vu dans toute l'histoire, les Britanniques occupent la Corse. Et Paoli leur a ouvert les portes. Et ça se passera mal pour Paoli, parce qu'il va se rendre compte à ce moment-là que les Britanniques en pays occupé ne se comportent pas mieux que les Génois en pays occupé. Et c'est là où il va découvrir effectivement que l'habeas corpus, c'est bon pour les citoyens du haut, mais pas bon pour les Corses. Et donc il va en avoir il va en éprouver une très très grande amertume. Il va créer des tas de difficultés au vice-roi d'Angleterre qui va le virer. Il va le virer, il va lui dire tu me casses les pieds, je te mets sur un bateau et tu retournes à Londres. Ça se passe en octobre 1795. Mais entre-temps aussi, les Corses, ils n'ont pas plus envie des occupants anglais, ils avaient envie des occupants génois. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Corses? Eh bien, ils vont d'abord casser les statues du barreau de la patrie, du père de la patrie, et deuxièmement, ils vont brûler sa loge maçonnique à Bastia. Extraordinaire, ça. Un retournement total de la situation. Et Paoli, dans l'indifférence générale, lui qui est le grand homme, eh bien, il va quitter la Corse en octobre 1795 pour un dernier exil à Londres, où il sera de nouveau pensionné, mais beaucoup moins généreusement, par le roi Georges III, et il va mourir à Londres en 1807 avec une anecdote. Le jour du coup d'État du 18 Brumaire, alors qu'il avait chassé Bonaparte, eh bien le jour du coup d'État du 18 Brumaire, il va illuminer à Giorno sa maison de Londres. Donc, on ne peut pas trouver un retournement historique plus extraordinaire. Donc voici Paoli qui donc a échoué une deuxième fois en 1794 à obtenir de ses compatriotes qu'ils fassent nation derrière lui. En Corse, qu'est-ce qui se passe en Corse? En Corse, il se passe des choses intéressantes, mais je vais aller vite. Paoli en exil, le parti paoliste n'est pas mort pour autant, et les paolistes vont multiplier des actions de résistance qui seront vues comme autant d'actes de provocation par l'armée de 30 000 hommes qui désormais occupe l'île. C'est vraiment une occupation, c'est une colonisation. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas cacher les mots. Vaud et Narbonne répondront à ces provocations par une féroce répression qui conduira aux exécutions sommaires d'environ 500 patriotes et l'envoi aux galères de 1000 d'entre eux qui ne reviendront jamais. Seules les familles évacuées en Corse qui firent allégeance au roi de France après Pontenoble échappèrent à la répression. Elles furent 85 sur environ 400, dont les Bonaparte, et seront récompensées par la reconnaissance de leur titre de noblesse. La période de répression sévère dura 5 ans, et cette période saigne encore beaucoup dans l'histoire, dans la mémoire collective corse. Donc je vais là-dessus être très modéré. Je comprends très bien comment les Corses vivent cette période-là. Les choses commenceront à s'améliorer pour les Corses. C'est le prix, par exemple, c'est quoi cette période-là? C'est le prix que les Corses sont amenés à payer, le prix de la soumission, parce qu'ils ont échoué à faire nation. C'est ça, c'est ça. Ils ont échoué à faire nation derrière Paoli en 69, ils payent le prix de la soumission. Lorsqu'on ne fait pas nation, on perd la liberté, tout simplement. Il faudra attendre 1774, l'avènement de Louis XVI, pour que les choses commencent à évoluer. Louis XVI est un brave homme, il aime ses sujets. Voilà. Et on va voir à ce moment-là aussi une évolution tout à fait caractéristique. Le parti paoliste continue en sous-main à essayer de renverser la situation et fait courir le bruit qu'en 1778, donc après les 10 ans du traité entre Gênes et le roi de France, le roi de France va restituer la Corse aux Génois. Et ça, c'est l'horreur absolue pour les Corses. C'est l'horreur absolue. Surtout, on préfère encore le roi de France, qui est un absolutisme modéré cette fois-ci, plutôt que les Génois. Et ce sont les paolistes, finalement, qui vont jeter la population corse dans les bras de Louis XVI. Et on verra une chose extraordinaire. C'est que de 1778 à 1788, donc à la veille de la Révolution, de nombreuses délégations corses monteront à Paris pour demander au roi de France de prendre des dispositions pour que les Corses soient considérés comme
comme des sujets lambda du Royaume de France. Et lorsque Louis XVI prendra la décision de convoquer les États généraux en 1787 pour le 5 mai 1789, au début, il ne met pas la Corse dans le coup. La Corse, c'est pas encore tout à fait une province. Et lorsque les édiles corses, lorsque les représentants auprès de Barbeuf apprennent ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une levée de bouclier. C'est une levée de bouclier des Corses pour demander au roi de France de les associer à la convocation des États généraux. Louis XVI va être réticent jusqu'au dernier moment. La clôture, disons, des convocations, c'est le 6 novembre 1788, donc 6 mois avant. Eh bien, c'est le 5 novembre 1788 que finalement Louis XVI décide d'inclure la nouvelle province, Corse, dans la procédure des États généraux. Et tout va se passer très vite à ce moment-là, bien qu'il faut tout inventer en Corse. En 1789, au mois de mai 1789, les Corses vont réussir à élire 4 députés, 2 pour le tiers-État, Salicet du Nord et Colonna d'Istria, je crois que c'est ça, ou Colonna d'Artois, je ne sais pas, du Sud, un pour le clergé et un pour la noblesse, c'est Boutafort. Et les 4 députés corses et leurs 2 suppléants se retrouvent avec les autres députés du tiers-État pour la séance historique du 17 juin 1789, qui est la vraie date de début de la Révolution française. C'est la séance dans laquelle le tiers-État se déclare Assemblée nationale et dit que désormais, l'impôt, c'est plus le roi, l'impôt, c'est nous. Voilà. Et donc, les Corses sont là et votent à l'unanimité. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ainsi, et ça sera ma conclusion en ce qui concerne la Corse, ainsi les Corses, qui n'ont pas voulu faire nation avec Paoli, vont accepter de faire nation avec la nation française qui est en train d'émerger, là-bas sur le continent, et ils vont y adhérer avec enthousiasme. Ils vont y adhérer avec enthousiasme, parce que lorsque le décret, disons, qui fait de la Corse le 83e département français, ça va être des scènes de liesse indescriptibles qui vont se passer en Corse. Donc voici pour Paoli, et nous arrivons ainsi, avant d'aller à Bonaparte, quelques images quand même de la Corse. Je ne vais pas vous laisser quitter la Corse sans quelques images, elles sont tellement belles. Alors, oui, ça c'était Laetitia Ramolline qui a agi auprès de Barbeuf pour lui faire aimer les Corses. Et elle a bien réussi d'ailleurs. En tout cas, je ne crois pas qu'il y ait eu des relations incestueuses entre Barbeuf et Laetitia Ramolline. Voilà. Mais elle a très bien joué et elle a donné beaucoup. Elle a changé le regard de Barbeuf sur les Corses. Voici donc une image, on ne la voit pas très bien, c'est Corté en hiver. On n'a pas l'occasion de le voir en hiver, Corté, mais il fait froid Corté en hiver. Il fait très froid, je peux vous le dire. Voilà. Sous la neige. Voici en revanche Corté en plein été, ça c'est le Palazzo National, disons la citadelle de Corté qui fut, disons, le lieu du pouvoir de Paoli. Voici ici Corté dans les années 1880, c'était pas très différent de l'époque de Paoli. Voilà. Vous voyez ici, c'est une image coloriée, bien entendu. Voilà. Voici ici Calvi, la citadelle de Calvi, qui fut une des places fortes, essentielles, occupées par les Génois. Voici une photo de ma ville natale, Ajaccio, que j'adore, voilà, en 1880. Pratiquement, c'est celle qu'a connue Napoléon. Voilà, ça n'a pas beaucoup changé, voilà, au 18e, au 19e. Voici une autre photo d'Ajaccio prise en 1920 par un dirigeable. Vous voyez qu'on a ici le cours en bas avec le mémorial Napoléon en haut, mais le cours Napoléon est à peine amorcé. Voilà donc pour Paoli, et nous arrivons à 1792. Alors, 1792, on a donc quitté Paoli cette fois-ci. « 1792, c'est l'année où tout bascule. Si vous avez une date à retenir, c'est celle-ci. Avant 1792, la nation n'existe pas. Après 1792, on ne peut pas dire que les Français soient des citoyens, mais ça commence. Alors qu'est-ce qui fait que 1792 est une année de bascule? Avant 1792, par exemple, il ne deviendrait pas à l'esprit d'un Picard ou d'un Languedocien
de penser qu'ils portent en commun un avenir du pays, un avenir de la France. Donc Picard et Languedocien se considèrent d'abord comme des sujets du roi de France, qu'un lien mystique et séculaire, relié à Dieu par l'intermédiaire de leur seigneur local et du roi, qui est, au moins pour ceux qui sont de confession catholique, le représentant de Dieu sur terre. 1792, c'est l'année où précisément ce lien va être tranché définitivement. D'abord, le 21 septembre 92, le lendemain de Valmy, lorsque l'Assemblée nationale, la Convention, le premier jour de la Convention, va décréter l'abolition de la monarchie, le lendemain, la République, et ensuite ça va être définitivement coupé, tranché, si j'ose m'exprimer ainsi, le 21 janvier 93, lorsque Louis XVI montera sur l'échafaud. C'est important ça, c'est important parce que c'est vraiment un lien séculaire qui est ainsi coupé et qui ne se réglera jamais. Alors, soyons clairs, le 22 septembre 92, les Français ne sont pas des républicains, il faudra attendre encore 75 ans pour que cela se fasse. Mais ils ne sont plus des sujets. Alors, qui sont-ils? Ils sont des Français. En 92, on peut parler de Français. Et uniquement en 92, pas avant. 1792, c'est aussi une date où tout bascule, parce que la Révolution va sortir de Paris. Puisqu'en 1792, pour le juillet 1792, la Révolution, c'est une affaire essentiellement parisienne, entre les clubs, les Jacobins, les Feuillants, les Cordeliers, les Girondins, etc. Plus les sectionnaires, les sections des faubourgs de Paris. Dans la province, je veux dire, ça ne change pas grand-chose. Si, il y a eu la convention du clergé qui a fait basculer entre prêtres jureurs et prêtres réfractaires, qui a un petit peu perturbé la vie quotidienne. Mais ça n'a pas beaucoup changé. Jusqu'au mois de juillet 92, la Révolution, c'est vraiment une affaire parisienne. En juillet 92, les choses vont changer. La Révolution va sortir de Paris. Elle va embraser en l'espace d'un mois tout le territoire national, avant d'embraser toute l'Europe. Et qu'est-ce qui produit cet embrasement? Eh bien, c'est simplement, les effets de la première coalition qui s'est formée en avril 92, donc 3 mois avant, et qui a envoyé des troupes du comte du maréchal de Brunswick vers Paris. Et voici ce maréchal qui est à la tête d'une véritable machine de guerre, la machine de guerre du roi de Prusse, celle du roi sergent, celle de Frédéric II, qui descend sur Paris. Rien ne lui résiste, toutes les troupes révolutionnaires sont dispersées. Et Brunswick dit aux Parisiens, si vous ne remettez pas le roi sur le trône, je vous passe au fil de l'épée. Et donc en juillet 92, pour répondre à cette menace existentielle, l'Assemblée nationale prend une première mesure, c'est le premier appel, c'est la patrie en danger. La patrie en danger, on parle encore de patrie, on ne parle pas encore de la nation. Et en août 92, un mois après, c'est la levée en masse de 300 000 volontaires. Et vous savez que cette levée en masse va être sursouscrite, comme on dit aujourd'hui, considérablement, puisque, en fait, on ne saura plus trop faire de tous ces gens qui sont portés volontaires. Ce sont les bataillons de Marseille qui montent à Paris, au champ de l'armée du Rhin, qui deviendra la Marseillaise, mais aussi en Corse. La Corse, qui est le dernier département à avoir été intégré à l'Empire français, comme on disait à l'époque, va lever 4 bataillons, dont 3 seront solides et un 4e un peu moins, voilà, donc pour participer à l'effort de défense nationale. Et c'est véritablement à ce moment-là que naît le sentiment que, quelque part, parmi les Français, il y a quelque chose à faire ensemble. Et ce sentiment va connaître son apogée à Valmy. Valmy, c'est vraiment quelque chose de considérable. C'est vraiment quelque chose de considérable. Imaginez-vous que Goethe, le grand Goethe, qui suivait en tant que correspondant de guerre des armées du maréchal de Brunswick, va écrire de ce jour, de ce lieu, date une ère nouvelle de l'histoire du monde. Vous vous rendez compte? Une ère nouvelle de l'histoire du monde. Et c'est Goethe qui le dit. Et il ajoute, et vous pourrez dire, j'y étais. Et effectivement, à Valmy, se passe quelque chose de formidable. Cette armée de Brunswick qu'on présente comme étant comme ça va mieux? Hein? Je m'excuse, c'est difficile. Comme étant imbattable, elle va reculer. Alors les raisons pour lesquelles elle recule sont diverses, je pourrais en parler au moment des questions. Elle va reculer, elle va retourner en Allemagne, elle va reculer en Prusse. Et vont rester sur le champ de bataille. Il n'y a pas eu bataille, mais sur le champ de bataille. Vont rester les 40 000 volontaires commandés par Dumouriez et Clermont.
Alors il y a eu beaucoup d'images d'Épinal sur cet événement. Voilà. En voici une en particulier. Donc c'est vraiment un événement formidable, formidable, Valmy. On en a perdu la conscience. Voilà. On peut dire qu'à Valmy, va naître l'élan patriotique national, ce qui fait passer de la patrie à la nation, ce patriotisme. Mais il faudra 10 ans pour y parvenir, et c'est Bonaparte qui en sera l'incarnation dès 1798. Alors, donc voici donc avec Bonaparte maintenant. Voilà. Pourquoi Bonaparte? Pourquoi Bonaparte? C'est une question que je n'ai pas vu traiter dans les différents textes que j'ai lus. Pourquoi est-ce Bonaparte? Parce qu'en 1792, 1793, il y a de nombreux concurrents, de nombreux hommes d'État qui pourraient prétendre à incarner la future nation française. Quels sont-ils? Bon, j'écarte Talleyrand, vous le savez ce que disait Napoléon, c'est de soi. Voilà. Mais il reste, attendez du peu, Sieyès, qui est l'un des principaux contributeurs à la Déclaration des droits de l'homme d'août 89. Il reste Lafayette, le grand Lafayette, auréolé de son aventure américaine, même s'il a plus ou moins, disons, déconné un petit peu en septembre 92. Il reste surtout les généraux révolutionnaires. Il reste Marceau, Kléber, tout à l'heure, si vous voulez, je pourrais vous réciter un petit poème de Victor Hugo dans lequel on retrouve Marceau. Il reste surtout Joubert, le général Joubert, et Joubert sur la Tige, et Marceau sur le Rhin, et ton rire haut, Kléber, disait Victor Hugo. Ceux-ci peuvent prétendre légitimement à représenter et à incarner la nation. Il reste encore un homme qu'on oublie souvent, mais qui a eu un rôle essentiel dans l'émergence de la nation française, le grand Lazare Carnot, le constructeur de la victoire. C'est le père de Sadi Carnot, disons lui, le constructeur de la thermodynamique. Voilà. Le grand Lazare Carnot, qu'on oublie souvent, mais sans lui, c'est l'équivalent de Clémenceau. Il reste aussi à cette époque-là, on n'est pas encore dans la terreur, Danton, Robespierre, Desmoulins. Et il y a aussi un homme, mon troisième Corse, le conventionnel Salicetti, le grand conventionnel Salicetti, véritable homme d'État, dont Napoléon dira plus tard, quand ça va mal, Salicetti, ça vaut 100 000 hommes. Vous vous rendez compte? Voilà, la Corse qui donne trois personnages comme ça. Permettez-moi d'en être un peu fier, si vous me permettez. Voilà, oui, vous me permettez, merci. Voilà, Salicetti qu'on oublie souvent, mais qui est là, sur lequel on peut compter. Voilà. Donc, eh bien, ça sera Bonaparte. Ça sera Bonaparte, finalement, que la nation choisira pour être incarnée. Et c'est Bonaparte. Pourquoi est-ce que ça sera Bonaparte? Eh bien, parce que Bonaparte est le seul parmi tous ces gens à avoir compris qu'on ne peut incarner la nation que si d'abord on construit sa légitimité politique. Et lui, il va commencer par construire sa légitimité politique. Il va la construire sur les champs de bataille. Alors je passe sur la rupture entre Bonaparte et Paoli, parce que ça nous ferait perdre du temps, c'est pas essentiel. Alors, oui, cette image, c'est simplement l'arrivée de la famille Bonaparte à Toulon en juin 1793, lorsqu'il a été chassé par Paoli, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon. Bonaparte, pour arriver à incarner la nation, il va d'abord commencer par construire sa légitimité. Exactement ce que n'avait pas Paoli. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous dis que Paoli n'avait pas de légitimité. Et que comme il n'avait pas de légitimité, il était obligé de pratiquer une démarche descendante, une démarche d'autorité. Bonaparte, lui, va prendre des machinettes. Il va construire sa légitimité et l'autorité sera naturelle. Alors, sa stratégie, elle est double. Elle repose sur deux principes. Premier principe, grimper le plus rapidement possible dans la hiérarchie militaire. Deuxième principe, construire sa légitimité sur les champs de bataille et communiquer sur ses victoires. C'est aussi important que les victoires. Alors pour sa progression, ça va aller vite. C'est amusant de le dire. Alors, en octobre 1793, Bonaparte a 23 ans. Il est capitaine
en visite touristique, entre guillemets, à Toulon. Il vient d'Ajaccio, il ne sait pas où aller, il vient voir un petit peu ce qui se passe à Toulon. À Toulon, c'est le siège que les armées révolutionnaires ont placé devant la ville de Toulon, qui est occupée par 25 000 royalistes. Et dans la rade, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les Britanniques. Toujours les Britanniques, encore les Britanniques, ceux-là qui vont, quelques mois plus tard, occuper la Corse. Salicet va le rencontrer. C'est vraiment Salicet qui inventa Napoléon. Hein? Sans Salicet, Napoléon n'aurait pas existé. Salicet va rencontrer Napoléon, il va reconnaître en cet homme quelque chose d'absolument exceptionnel, et il va immédiatement, alors que les armées révolutionnaires pataugent devant Lyon, voilà, sans pouvoir prendre la ville, Salicet va discuter un moment avec Bonaparte, et il va comprendre que Bonaparte, qui est un artilleur, a les capacités, a les moyens de faire fuir les Britanniques. Et c'est ce qui va se passer. Salicet le nomme lieutenant-colonel avec en charge l'artillerie de siège, et Bonaparte, en deux mois, Bonaparte va obtenir le départ des Britanniques de la rade de Toulon. Comment il va y parvenir? Vous avez ici la première vue. Il va y parvenir, c'est pas très net, hein, en prenant d'assaut, au péril de sa vie d'ailleurs. Il a été grièvement blessé ce jour-là avec un coup de pique. En prenant d'assaut le fort de l'Aiguillette, non pas de l'Esquiguette, hein. Le fort de l'Aiguillette, qui était occupé par les Britanniques et qui commandait l'accès à la rade intérieure. Donc, comme il prend d'assaut cette pointe, il y installe ses canons, vous le voyez ici, modèle Gribeauval, qui étaient des canons de portée supérieure, et là je me tourne vers notre spécialiste d'histoire militaire, qui étaient des canons de portée supérieure que les canons britanniques, et il va canonner les navires britanniques. Ceux-ci ont compris que c'était terminé pour eux. D'ailleurs, il y a l'anecdote, quand Bonaparte se présente devant Carteau, général Carteau qui est devant Toulon, et donc le jeune artilleur se présente devant le général, donc c'est un jeune capitaine, et l'autre il lui dit Toulon c'est ici, et il montre justement ce fort là. Alors l'autre il rigole, non, attendez, vous êtes dans la mer. Et on l'a laissé parler, et finalement c'est le plan de Bonaparte qui a été accepté, mais c'était tout à fait hors de l'esprit. Absolument, c'est le génie de Bonaparte. C'est l'une des facettes du génie. Il voit de suite ce qu'il faut faire. Voilà. Il voit de suite et il prend la tête de ses hommes. Il prend la tête de ses hommes comme il le fera à Arcole, et il met sa vie en danger, ce que ne fera pas Paul. Donc, il installe ses canons sur le fort, et dans la première nuit, les Britanniques s'en vont, bien entendu, comme s'en vont les Britanniques, en incendiant tous les dépôts et en laissant les 25 000 hommes qui vont, bien entendu, être sacrément saqués par les troupes révolutionnaires. Il ne faut pas de quartier. Donc ça, c'est la première. À la fin, le 13 décembre 1793, voici ce jeune capitaine en octobre qui devient général de brigade. Général de brigade, vous vous rendez pas compte, c'est-à-dire le deuxième plus haut grade. Il faudra quand même qu'il attende 4 ou 5 ans de plus pour devenir général de division, c'est-à-dire le plus haut grade de l'armée. Ça se passe en ce moment-là en mars 1796. Qu'est-ce qu'il vaut d'être nommé général de division et d'avoir en plus le commandement de l'armée d'Italie, c'est-à-dire le commandement qu'il souhaitait absolument. Il avait refusé d'avoir le commandement des armées de Vendée. Fort heureusement, il dit: je ne vais pas me mettre dans cette affaire-là, je veux le commandement de l'armée d'Italie. Eh bien, ce qui lui vaut cela, c'est qu'il a dispersé en Vendémiaire, en octobre 1795, il a dispersé une contre-révolution royaliste, au canon, chargé à la mitraille, on tire dedans, on tire dans le tas, on laisse 400 ou 500 morts, mais les royalistes, on n'en parlera plus au moins pendant 20 ans. Et donc, à ce moment-là, il apparaît comme étant un homme incontournable, et il donne la trouille à Barras. Barras, qui est l'homme fort du directoire, qui dit: oh là là, celui-là, si je le laisse à Paris, les canons, demain, c'est contre moi. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire deux choses. D'abord, il va lui mettre sa maîtresse dans le lit. C'est Joséphine de Beauharnais, dont Bonaparte était follement amoureux. Et deuxièmement, en cadeau, il va lui donner le commandement de l'armée d'Italie, en cadeau, son petit là. Pensant qu'il s'en débarrasserait ainsi, mais c'est pas, à ce moment-là, il ne connaît pas l'histoire. Donc, il lui donne le commandement de l'armée d'Italie. C'est quoi l'armée d'Italie? C'est 40 000 va-nu-pieds.
c'est 40 000 va-du-pied qui piétinent dans les plaines du Pô, qui piétinent à Nice, à Antibes, etc. Et donc, qui sont mal nourris, qui sont mal chaussés, qui sont mal armés, etc. Et donc, lui dit, donnons-lui ce, puisqu'il le veut, on va lui donner ce commandement, il va nous ficher la paix, et nous, au directoire, les directoires, c'est des gens corrompus, il faut être clair. Le directoire, c'est le coup d'État permanent à cette époque-là. Mais nous, on va continuer à faire nos affaires, on va continuer à gérer notre petit patrimoine. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, ayant le commandement de l'armée d'Italie, Bonaparte va mettre en place son deuxième volet de stratégie, c'est-à-dire gagner sa légitimité sur les champs de bataille et faire connaître sa légitimité. Et donc c'est l'épopée de la première, disons, de la première campagne d'Italie. C'est quelque chose d'extraordinaire, la première campagne d'Italie. Imaginez qu'en 14 mois, disons 40 000 va-du-pied vont battre 6 armées. 6 armées qui vont déposer les armes les unes après les autres, dans la dernière, l'armée d'Autrichienne, commandée par Beaulieu, la plus puissante. Toutes les 3 semaines, c'est une victoire. Mais Bonaparte a l'intelligence de comprendre que ça ne suffit pas. Et donc, il va organiser sa communication, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est ça qui est aussi important que ces victoires. Et sa communication, il va l'organiser de la manière suivante. Il va l'organiser en éditant un petit journal qu'on appelle le courrier de l'armée d'Italie à partir de mai 1780, de juillet 1797, dans lequel il va raconter sa geste. Il va faire son autorécit. Et ce journal va être diffusé d'abord dans ses troupes, puis ensuite il va être diffusé à Paris et à Lyon en même temps que remontent tous les chariots chargés de tableaux, de lingots, etc. Tout ça, ça remonte à Paris. Et dans ce courrier-là, et dans ces chariots, il y a le journal, il y a le courrier de l'armée d'Italie. Et pour faire bonne mesure, parce que c'est un homme intelligent, il dit c'est pas suffisant l'écrit, il me faut l'image. Aujourd'hui, il faut l'image. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va produire des images. D'abord, il va produire un nombre incalculable d'images d'Épinal qui forment une véritable BD de ses exploits. Vous avez ici, donc, l'une de ces images qui le représente au pont d'Arcole, n'est-ce pas? Ça, c'est pour le peuple. Et ensuite, il y aura bien entendu les images officielles, qui est la suivante. C'est le tableau d'Antoine Jean Cros de 1796, le représentant en majesté au pont d'Arcole. Je ne crois pas qu'au pont d'Arcole, il était aussi séduisant que ça. Voilà. Mais pour la galerie, ça valait la peine. Donc, voilà cet homme qui va se transformer en patron de presse. Et ça va marcher d'une manière incroyable. Incroyable. Et voici donc le peuple français qui, depuis 1792, souffre la guerre. La première coalition, c'est avril 1792. Et voici que ce peuple français va découvrir ce jeune général de 27 ans qui gagne en son nom, au nom de la nation, victoire après victoire. Et ils vont découvrir ça avec émerveillement et stupéfaction. À telle enseigne qu'en 1797, Bonaparte, qui sait très bien l'image qu'il a auprès des Français, il va dire « maire de directoire ». Excusez-moi, c'est ce qu'il va dire. Le directoire lui impose des conditions à négocier avec ses Campoformio, le traité de Campoformio qui met la fin à la première coalition. Le directoire lui envoie des directives, mais que Bonaparte ne suit pas. Bonaparte dit « c'est moi le patron, c'est moi le chef, les Autrichiens vont signer à des conditions. » Et les Autrichiens signent aux conditions de Bonaparte. À partir de Campoformio, 17 octobre 1797, c'est Bonaparte le maître de la situation. Alors, ce qui est curieux, c'est que Bonaparte va revenir à Paris, couvert de gloire. Dans chaque pays, dans chaque bataille qu'il traverse, c'est l'enthousiasme. Il arrive à Paris, après Campoformio, et on se pose la question, mais pourquoi ce temps-là ne prend-il pas le pouvoir? Le peuple français était prêt à lui donner les clés de la maison, ça c'est absolument évident. Donc, on peut dire que de ce jour, Bonaparte a rempli la première des 4 cases qui font qu'une nation peut naître, peut émerger, et cette case est la plus importante. Et ces 4 cases sont aussi valables aujourd'hui, c'est pas uniquement c'est la case de l'incarnation. À Campoformio, Bonaparte coche ainsi la première des 4 cases qui vont conduire le peuple français à faire nation derrière son chef, sauf que, bien entendu, il aura joué cette carte
2 ans après, au 18 Brumaire, alors qu'il aurait pu le faire de suite. Il reste à Bonaparte, à ce moment-là, 3 cases encore à remplir. Alors, faire nation en s'incarnant dans un homme ou dans une institution, c'est la même chose, c'est bien beau, mais encore faut-il que cette incarnation, que cette nation soit reconnue par le monde extérieur. À quoi ça sert de faire nation si vous n'êtes pas reconnu par l'environnement? Ça ne sert à rien. Donc, Bonaparte va cocher la 2e case, qui est la reconnaissance du nouveau fait national français par les puissances extérieures, va le cocher lors du traité d'Amiens, de la paix d'Amiens du 25 mars 1802, c'est la dislocation de la 2e coalition. En mars 1802, à ce moment-là, les Britanniques, qui sont leaders dans cette 2e coalition, reconnaissent le général Bonaparte et le fait national français. Voilà. Ça, c'est la 2e case qu'il va remplir à ce moment-là. Ce traité marque non seulement la dislocation définitive de la 2e coalition, c'est après Marengo, après la traversée des Alpes. Je ne rentre pas dans les affaires militaires, parce que c'est pas ça qui est important. C'est de voir comment les peuples font nation et comment les dirigeants peuvent incarner cette nation. Donc, ce traité de la paix d'Amiens marque non seulement la dislocation définitive de la 2e coalition et le retour de la paix en Europe, c'est paix sur terre et paix sur mer, c'est la première fois depuis 1792, et donc tout le monde en France est content, je veux dire, Bonaparte c'est le Dieu. Mais surtout, il marque l'acceptation, ça c'est plus important encore, par les puissances périphériques, du fait national français et de sa représentation par Bonaparte. Case numéro 1, l'incarnation. Case numéro 2, l'acceptation par les puissances périphériques extérieures. Case numéro 3, c'est la même chose, même pour l'intérieur. On ne peut pas faire nation derrière un homme si la paix civile n'est pas instaurée. C'est la reconnaissance du fait national par les oppositions intérieures, qui sont fortes à l'époque. D'abord l'Église, puis les partis royalistes et jacobinistes et le parti républicain. Alors soyons clairs, Bonaparte ne parviendra pas à obtenir la reconnaissance du chef des royalistes et jacobinistes et du chef des républicains. Il faudra attendre 75 ans pour les républicains. En revanche, il va reconnaître la reconnaissance de l'Église catholique en signant le 15 juillet 1801 le traité de Concordat qui annule la constitution civile du clergé, qui est à l'origine, c'est l'une des deux origines, qui est à l'origine de la guerre de Vendée. Cette guerre de Vendée qui, depuis 1791, depuis la promulgation de la constitution civile du clergé, a fait à peu près 250 000 à 300 000 morts. Le Concordat met un terme à cette guerre de Vendée. Certes, soyons clairs, c'est pas parce qu'on signe le Concordat que les Vendéens vont se transformer en citoyens. Il reste d'abord des Vendéens, il reste des patriotes. Mais à partir de ce moment-là, les plaies vont pouvoir commencer à se refermer. Il faudra bien sûr 2 siècles pour que ces plaies se referment. Et c'est important. Moi qui suis un laïc, bien entendu, lorsqu'on me parle du Concordat en Alsace-Moselle, ça m'irrite. Mais je reconnais quand même qu'historiquement, c'était la mesure à prendre pour pouvoir faire reconnaître le fait national français à l'intérieur des frontières françaises. Donc, en 1801, cette 3e case est cochée. Il reste la 4e. C'est la plus subtile, et je vous demande de faire un petit effort, parce que là, on passe du domaine strictement politique au domaine financier et économique. La 4e est la plus subtile, il s'agit d'obtenir la reconnaissance du plus grand parti de France, on l'a presque terminé, voilà. À l'époque, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, qui est le plus silencieux, qui est lequel? C'est le parti des épargnants. Voilà, c'est le parti des épargnants, c'est le plus nombreux, c'est celui qui compte, c'est celui qui permet effectivement de faire tourner la machine. Or, quelle est la situation? Depuis 1792, depuis la constitution civile du clergé et la nationalisation des biens du clergé, la France a viré de son ancienne monnaie, la livre tournoi, et a accepté les assignats. Les assignats qui sont des reconnaissances de dette signées par l'État, gagées sur la valeur des biens du clergé. Sauf que, pour financer l'effort de guerre, on en a fait des quantités énormes, de telle sorte que la valeur des assignats, la valeur faciale des assignats ne correspond plus du tout à la valeur de marché. Donc, en plus de ça, avec ces assignats d'État, il y a des assignats privés, et il y a des faux assignats. Il y a des sociétés de mutuelles d'assurance qui émettent leur propre titre de la dette. Et il y a même des gens, des faiseurs, qui font leurs propres assignats et qui se payent les biens du clergé avec leur propre monnaie, c'est-à-dire qu'ils se font un chèque à eux-mêmes. Donc, les Français,
à ce moment-là, puisque ce sont des Français, ne veulent plus entendre parler de ces assignats. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a la fuite devant la monnaie? Eh bien, on retourne à la spéculation et on retourne au troc. Or, il ne peut pas y avoir d'économie puissante en situation de troc et en situation de spéculation. Donc, c'est le règne de la défiance envers la monnaie et donc envers l'État. Pour restaurer la confiance dans la monnaie et dans l'État et restaurer la capacité d'épargne, c'était ça qui est essentiel, la capacité d'épargne, Bonaparte prendra les deux dispositions suivantes, et je terminerai là-dessus. Le 18 juin 1800, c'est la création de la Banque de France avec le monopole de la création monétaire. Fini les assignats d'État, la planche à billets et les assignats sauvages. Les porteurs d'assignats sont priés de se présenter au guichet de la Banque de France, remettre leur assignat et leur sera remis un billet de banque. Certes, c'est encore du papier-monnaie, hein, voilà, mais ce n'est plus des assignats. Et le 7 Germinal en 11, le 27 mars 1803. D'ailleurs, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il a attendu 3 ans pour le faire? Il aurait pu le faire dans la foulée. Enfin bon, il n'était pas aussi intelligent que moi, peut-être. Hein, donc, voilà. Moi, j'aurais fait de suite. Voilà. Moi, j'aurais fait de suite. Moi qui suis un économiste, je sais très bien que quand on fait papier-monnaie, qu'on veut l'adosser à l'or, il faut vite faire l'équivalence. Alors lui, il a attendu 3 ans. Création du franc germinal, dont la valeur est fixée par rapport à un poids d'or immuable, 5,80 grammes d'or fin, pour la pièce de 20 francs, le fameux Napoléon ou Louis, c'est la même chose. Cette monnaie, alors tenez-vous bien, cette monnaie traversera tout le 19e siècle. Et vous savez quand le franc or a été éliminé? Est-ce que vous avez une idée de la date à laquelle le franc or n'existe plus? Hein? 1928. Le franc or a servi à financer la guerre de 14-18. L'épargne constituée en franc or, par Bonaparte, a servi à financer le canal de Suez, le canal de Panama, la réindustrialisation du pays, l'effort de guerre de 14-18 avant de passer au franc Poincaré en 1728. Et bien plus, le franc or, l'épargne constituée en franc or a permis de payer l'immense tribut mise à la charge de la nation en 1871 par Bismarck et par Guillaume Ier des Salopards, qui ont imposé à la France un tribut, tenez-vous bien, de 5 milliards de francs or, ce qui correspond aujourd'hui à 1000 milliards d'euros. Je ne me trompe pas. Espérant que jamais l'État français ne pourrait payer ça, et espérant pouvoir maintenir en permanence des troupes d'occupation sur le territoire. Et vous savez en combien de temps l'épargne française, l'épargne française a pu payer ce tribut? 2 ans. 2 ans. Et en plus, les épargnants se sont payés des emprunts russes. Donc vous voyez l'importance, disons, de la création de cette monnaie. En fait, la création d'une monnaie qui fait confiance, la création d'une monnaie dans laquelle on peut épargner, même s'il y a des coups durs, la création d'une monnaie dont on sait qu'on trouvera la contre-valeur à tout moment, est un élément aussi essentiel que la fierté pour faire nation. Et la nation française s'est constituée autant par la Constitution, par le Concordat, par l'incarnation, que par cette mesure monétaire. Et j'en termine là, donc en 1803, en 1803, qu'est-ce qu'on peut dire? En 1803, le socle de la nation est ainsi posé et scellé par Bonaparte. Et c'est peut-être son plus grand mérite, au-delà du conquérant, au-delà de l'homme de guerre, au-delà, disons, de celui qui a écrit le Code civil, c'est la nation, c'est ce socle-là. Et c'est ce socle même qui est aujourd'hui fortement contesté, à travers 2 évolutions que je vous laisse réfléchir, qui chacune dénonce même le concept des nations. Quels sont ces 2? Premièrement, c'est le projet européen. Il n'y a plus de franc or, il y a le marque, ou l'euro-marque. Et enfin, les revendications multiculturelles et communautaristes de notre société. J'ai terminé. Merci.